Bonjour à tous et bienvenue sur fichedn.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument majeur pour les DN, l'hypertension artérielle gravidique. C'est un item qui tombe très souvent et sa maîtrise est vraiment déterminante non seulement pour le concours mais aussi pour votre future pratique. Alors soyez bien attentifs, on va décortiquer ça ensemble. Alors, voici notre plan de bataille pour cette fiche. On va commencer par la base, une définition précise. Puis, on plongera dans la physiopathologie. C'est la clé pour tout comprendre. Ensuite, on verra comment on fait le diagnostic et on reconnaît les signes de gravité. On enchaînera sur la prise en charge et enfin, on terminera sur les risques et le suivi à long terme. C'est une structure logique, pensée pour que tout soit clair et bien mémorisé pour le jour J. Allez, on attaque la première partie, la définition et les enjeux. Un conseil pour les DN, toute bonne copie, toute bonne réponse commence par une définition impeccable. C'est vraiment le socle sur lequel vous allez construire tout votre raisonnement. Regardez ce chiffre, 5 à 10%. Ce n'est pas anodin du tout. Ça veut dire que c'est une situation que vous allez rencontrer très fréquemment. Et notez bien qu'elle survient classiquement au 3e trimestre, d'où l'importance de la rechercher systématiquement à chaque consultation à ce stade de la grossesse. Bon, voilà la définition. Celle-là, il faut la connaître par cœur. Chaque mot compte. Il y a 3 critères fondamentaux à retenir. Premièrement, la temporalité. L'HTA doit apparaître après 20 semaines d'aménorrhée. Avant ce terme, ce n'est pas une HTA gravidique, c'est une HTA chronique. Deuxièmement, l'absence de protéinurie significative. C'est le critère qui la distingue de la prééclampsie. Et troisièmement, sa résolution, elle doit disparaître avant la 6e semaine du postpartum. Si l'HTA persiste au-delà, on reconsidère le diagnostic et on s'oriente vers une HTA chronique. C'est clair ? Ce tableau, c'est votre mémo essentiel pour le diagnostic différentiel. C'est une question ultra classique. La distinction entre ces 3 entités repose finalement sur 2 choses. Le moment d'apparition de l'HTA et la présence ou non d'une protéinurie. Si vous maîtrisez ce tableau, vous ne pouvez pas vous tromper. On passe à la deuxième partie, la physiopathologie. S'il n'y a qu'une seule idée à retenir ici, c'est celle-ci. L'HTA gravidique, fondamentalement, c'est une maladie du placenta. Tout le reste n'est qu'une conséquence. Voilà la séquence des événements, la cascade physiopathologique. Tout commence très tôt dans la grossesse, au 1er trimestre, avec un défaut de placentation. En gros, l'invasion des artères spiralées de l'utérus par les cellules du trophoblaste se fait mal, elle est incomplète. La conséquence, le placenta est mal perfusé, il devient ischémique. En réponse à cette ischémie, il va libérer dans la circulation maternelle des substances qui vont provoquer une vasoconstriction et une dysfonction de l'endothélium. Et voilà, l'HTA maternelle apparaît. Vous voyez, c'est la conséquence lointaine d'un problème très précoce. Cette phrase est capitale pour comprendre la logique de la maladie. L'hypertension n'est pas le problème de base. C'est une tentative de l'organisme maternel de compenser, de forcer le passage du sang vers le placenta mal perfusé. C'est une adaptation et c'est pour ça que la prise en charge est si délicate. On aborde maintenant la 3e section, le côté pratique, le diagnostic et surtout les signes de gravité. Comment on la découvre et surtout comment on identifie les situations à risque qui vont nous obliger à changer complètement de stratégie. Le grand piège de l'HTA gravidique, c'est qu'elle est silencieuse. Le plus souvent, la patiente ne se plaint de rien du tout. C'est pour ça que le dépistage systématique par la prise de la tension artérielle à chaque consultation est absolument fondamental. C'est un geste simple qui peut tout changer. Alors, ces signes-là, ce sont les drapeaux rouges, les fameux red flags. Il faut les rechercher activement à chaque fois. Dès que vous avez un de ces signes, que ce soit les chiffres tensionnels très élevés, les signes fonctionnels comme les maux de tête ou les troubles visuels, la barre épigastrique ou des signes d'examen clinique, ça doit déclencher une alerte maximale. On passe dans une autre dimension, celle de la sévérité. Devant une HTA gravidique qui semble simple au premier abord, le bilan complémentaire est très ciblé. Il ne faut pas s'éparpiller. On cherche 2 choses. Premièrement, est-ce qu'on est en train de passer à la prééclampsie ? Pour ça, on fait une recherche de propéinurie. Deuxièmement, quel est le retentissement sur le fœtus ? Pour ça, on fait une échographie à la recherche d'un retard de croissance intra-utérin. Protéinurie et échographie, c'est le duo indispensable. Allez, on enchaîne sur la prise en charge. Comment on gère ces patientes ? Eh bien, la stratégie va être complètement différente selon que la forme est sévère ou non. Il y a vraiment 2 scénarios. Pour une HTA modérée, sans signe de gravité, on peut gérer ça en ambulatoire, avec du repos, un arrêt de travail et une surveillance rapprochée. Le traitement antihypertenseur n'est même pas systématique. En revanche, dès qu'il y a un critère de sévérité, c'est hospitalisation systématique. Là, le traitement médicamenteux devient nécessaire et on commence à discuter de la seule chose qui guérit, l'accouchement. Et voilà le point le plus important de la prise en charge. Retenez bien ça. Les médicaments ne traitent que le symptôme, c'est-à-dire l'hypertension.
ils ne guérissent pas la maladie. Le seul et unique traitement curatif, c'est de retirer la cause, c'est-à-dire le placenta. Donc c'est l'accouchement. Toute la prise en charge tourne autour de cette idée. Ce tableau sur les médicaments est crucial, surtout la colonne de droite. L'alpha-méthyldopa, c'est le traitement historique de première intention. Mais ce qu'il faut absolument graver dans votre mémoire, ce sont les contre-indications. Les IEC et les ARA2 sont formellement contre-indiqués pendant toute la grossesse, car ils sont fétotoxiques. Et les diurétiques sont aussi proscrits, car ils risquent d'aggraver l'hypovolémie. Ce sont des erreurs qui coûtent cher à l'examen. Voilà un autre point essentiel, qui va à l'encontre de l'intuition. Contrairement à l'ATA classique de l'adulte, ici, le régime sans sel est strictement interdit. Pourquoi ? Parce que ces patientes sont déjà en état d'hypovolémie relative. Restreindre le sel ne ferait qu'aggraver cette situation et donc diminuer encore plus la perfusion du placenta. C'est un concept physiopathologique à bien intégrer. On arrive à notre dernière partie. Qu'est-ce qui se passe après ? Il faut savoir que la maladie ne s'arrête pas brutalement le jour de l'accouchement. Il y a un pronostic et un suivi à connaître pour la mère et pour ses grossesses futures. Ce schéma résume bien la situation. La majorité des cas, 70%, vont se résoudre sans souci immédiat. C'est la bonne nouvelle. Mais ce qu'il faut surtout retenir pour l'EDN, ce sont les risques. Une patiente sur 10 va évoluer vers la forme plus grave, la prééclampsie, et 1 sur 5, donc 20%, va récidiver lors d'une prochaine grossesse. Ce n'est donc absolument pas une pathologie bénigne. Et le suivi ne s'arrête pas là. Avoir fait une HTA gravidique, c'est un peu comme si le système cardiovasculaire de la patiente avait subi un stress test qui a révélé une fragilité. On sait aujourd'hui que ces femmes ont un risque accru, plus tard dans leur vie, de développer une HTA chronique, des maladies cardiovasculaires ou des pathologies rénales. Le suivi à long terme est donc indispensable. Le suivi après l'accouchement est donc bien codifié. D'abord, à 6-8 semaines, lors de la visite postnatale, on vérifie que la tension est bien revenue à la normale. C'est ce qui confirme rétrospectivement le diagnostic. Puis, à 3 mois, on va plus loin avec un bilan vasculorénal pour s'assurer qu'il n'y a pas une pathologie sous-jacente que la grossesse aurait révélée. Et ensuite, c'est un suivi au long cours de ces facteurs de risque cardiovasculaires. Maintenant, que fait-on pour une grossesse future ? Le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Idéalement, on voit la patiente en consultation préconceptionnelle. Et pour celles qui ont un risque élevé de récidive, notamment celles qui ont eu des complications sévères, on met en place un traitement préventif par aspirine à faible dose, à commencer très tôt, avant 16 semaines d'aménorrhée, pour essayer d'améliorer la placentation. Ce graphique est très parlant. Il montre bien que le risque de récidive est au moins doublé, voire quadruplé par rapport à la population générale. C'est une augmentation considérable qui justifie complètement toute cette stratégie de prévention et de surveillance renforcée qu'on vient de voir. Et on termine sur cette question, qui est une pure question de mise en situation clinique typique de l'EDN. Ça vous oblige à synthétiser tout ce qu'on a vu et à le transformer en une action concrète, un réflexe. C'est exactement le type de raisonnement qu'on attend d'une